Quand la journée se termine, tout le monde rentre chez soi. Tout le monde, ou presque. C'est terrible, on ne sait pas si c'est une forme humaine ou c'est un tas de merde. Ça peut être les deux. C'est terrible ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a quelqu'un, mais il n'est pas là. Voilà, on a repris la niche. Il y a quelqu'un. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui habite là, voilà les gens qui sont à la rue, voilà. Il ne demeure de personne. Il y a un copain qui a vécu là pendant des années et qui est mort un peu plus loin, on l'a trouvé mort. Et ça... Il va falloir que je revienne de ce jour voir qui c'est. Pedro Meca consacre sa vie aux sans-abri depuis près de 40 ans. 40 ans qu'il va à leur rencontre la nuit pour échanger, discuter et dialoguer. Je suis à la rue la nuit depuis les années 70 à peu près. De formation, je ne suis pas travailleur social. Je n'ai pas pu me former. Je ne viens pas d'une école. Je dirais que je me suis fabriqué travailleur social sur le tas, la nuit, et le quartier latin. Ce que tu dis là, moi je crois que c'est l'essentiel de mes années de boulot, c'est procurer aux gens l'occasion de donner. Tout homme a quelque chose à donner, oui. Mais les circonstances font qu'on croit pas. Oui, il y avait un truc qui était... Pedro est un habitué de la gare Montparnasse. Il y vient tous les lundis soirs pour rejoindre le collectif Montparnasse Bienvenue, un groupe d'étudiantes qui passent du temps avec les plus démunis, souvent sans abri. Pedro les connaît bien, certains d'entre eux depuis longtemps. Chaque soir, il prend le temps de les écouter et de leur parler. Parmi eux, il y a Samuel. Il vit à la rue depuis près de 10 ans. C'était plus dur parce que je n'avais aucun repère. Comme avant où c'était des merdes. Je connais Pedro depuis au moins une quinzaine d'années. Au bout d'un certain temps, c'est plus Pedro qu'on vient voir, c'est le copain qu'on vient voir. On vient voir quoi. Quand ça va pas, on vient voir le copain Pedro. Quand ça va bien, qu'on a une bonne Noël, on va voir Pedro. Tout. Parce que dans son association, tout le monde est accueilli, que tu sois fortuné, pas fortuné, alcoolique, même drogué, tout le monde a le droit de rentrer. Les exclus qu'il reçoit, c'est un peu le papa de tout le monde. Parce qu'il est capable de discuter avec tout le monde, de réconforter tout le monde, pour que ça, tout le monde l'aime bien. Tu as des signes de tout. J'ai vu dans les journaux. Ah. Moi, je suis dominicain. Ma mission à moi,
c'est d'aller plutôt vers ceux qui sont loin, ou d'être ceux qui sont loin, et je suis prêcheur. Je prêche plutôt aux non-chrétiens qu'aux chrétiens, ou je prêche à l'aspect non-chrétien qui est en moi. Et c'est le monde non-chrétien qui m'attire davantage. Et aussi, moi, le fait d'être dominicain me fait... L'ordre, ce n'est pas un cadre, c'est plus que ça, c'est un certain esprit, très libre, très adulte. On nous permet d'être adultes, d'être libres. Le cadre dominicain, c'est d'ouvrir tellement de fenêtres qu'il n'y a plus de murs. Il a toujours été ce qu'il est. Et il a toujours été naturel. Il était... ça a toujours été une de ses grandes qualités, c'est que quel que soit le milieu dans lequel vous le mettez, il sera comme il est. C'est un homme de cœur, c'est un homme de spontanéité relationnelle, un homme profondément évangélique qui est d'instinct, j'allais dire, accordé, un peu comme Jésus l'a pu l'être avec les gens au milieu desquels il vivait. Vous le mettrez avec un ministre, vous le mettrez avec un SDF sur une bouche de chauffage de métro, tout ça, il sera le même. Comme chaque soir, Pedro sillonne les rues du 5e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un, la porte là? Ouais. Il connaît tous les recoins, les coins les plus sombres du quartier, ceux qu'on évite en général quand on s'y retrouve la nuit. Chut. Ça va, François? Mais tu veux qu'on te filme là? Non. Tu veux qu'on te filme là? Non. Toi, tu as le droit. J'ai pas le droit? Toi, tu as le droit. J'ai le droit de te filmer. Tu as le droit de t'asseoir à côté de moi. Oh, que c'est gentil. Aïe, à moi. Bouffe. Où tu vas? Bon. Bof. Pas plus? Pas plus? Oui, non. Alors, où tu cresses maintenant? De quel côté? Toujours au haut? À droite et gauche. À droite et gauche, jamais au centre. Jamais. Dis donc, tes pattes, hein, comment tu la soignes un peu? Pas terrible. Ouais, pas terrible, hein? Mais pas comme tu le savais quand même. À un moment donné, c'était dur, hein? Enfin, c'était dur, ça a toujours été dur. Je regarde quelqu'un qui est dans la merde jusque-là, qui est... Je dis, qu'est-ce que je peux lui trouver d'aimable en lui? Qu'est-ce que je peux trouver de beau? Parce que ma foi me dit que Dieu aime chacun. Mais s'il aime, il aime parce qu'il y a quelque chose qui est aimable. C'est pas parce qu'il boit, parce qu'il esquinte les autres, parce qu'il a le meilleur de tout le monde. C'est pas à cause de ça qu'il peut l'aimer. Il y a quelque chose de beau à lui, quoi? Et c'est quoi? La recherche, contempler les mecs pour arriver à voir ce qu'il y a de beau. Et bien, parfois, il faut du temps. Et mais là, mais ça, c'est normal. Et en plus, je crois, c'est un peu comme les étoiles. Dans le ciel, il y a des étoiles dont la lumière n'est pas arrivée jusqu'à nous, et pour nous, elle n'existe pas. Mais c'est pareil pour moi. Je vois quelqu'un, la lumière n'existe pas parce qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à moi. L'important, c'est d'être là pour qu'un jour, cette lumière arrive. Et depuis le départ, quand je vais à la rencontre des gens, je me dis, essaye de voir en lui ce qu'il y a de beau. Ciao. Tout a commencé en 1975, quand Pedro s'est retrouvé barman dans un bar créé par l'association Emmaüs. Un barman un peu particulier, il était travailleur social en même temps.
Là, c'est 30 ans en arrière. C'est ici où, de 75 à 84, on a travaillé c'est ça que Pierre avait acheté, c'est le cloître qui s'appelle le cloître parce qu'on est juste en face du cloître de l'église Saint-Séverin, qui est là, et ça c'est d'où le nom. Et là, c'était le bar discothèque. Par cette porte-là, on descendait à la discothèque. Et maintenant, voilà, on va faire autre chose, c'est la vie qui continue. Mais ça, je transpirais ici. J'étais jamais comme ça. Ici, toujours en chemise, en manche de chemise, parce que dedans, il faisait très très chaud. Il est petit, mais parfois on avait 200 personnes là-dedans. C'était fou. Et je suis devenu fou là-dedans. Voilà. Ça fait drôle de se retrouver si jeune après 30 ans. On peut très bien en faire abstraction des sans-abri. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il n'y a qu'à voir la société telle qu'elle est. Les sans-abri, d'une certaine façon, c'est gênant. Bon. C'est gênant, et tout d'un coup, lorsque quelqu'un... Par exemple, c'était impressionnant de voir quelqu'un comme l'abbé Pierre, avec lequel Pedro a été très très proche. Tout d'un coup, il y a un coup de gueule qui fait que quelque chose ressort. Bon, les coups de gueule de l'abbé Pierre, c'était impressionnant, quoi. Bon. Alors, si vous voulez, moi, je crois que Pedro, c'est pas par coup de gueule, c'est par le jour de remettre les gens devant leurs responsabilités. Et c'est capital au niveau de l'équilibre d'une société. Pour moi, c'était comme un frère aîné. J'étais très lié, on était très proches et on échangeait pas simplement sur le travail, mais on échangeait sur quantité d'autres choses. On avait en commun une foi en Jésus-Christ, on avait en commun la problématique de l'Église vis-à-vis du monde des pauvres, par exemple, ou les pauvres vis-à-vis de l'Église. On avait beaucoup de choses en commun et pendant des années, on se voyait de temps en temps comme ça. La question pour moi est fondamentale et c'est à quoi je pensais beaucoup pendant les funérailles, pendant la messe et les funérailles, même avant, après. J'étais un peu ailleurs parce que je dialoguais plutôt avec lui et je me disais, j'aimerais bien l'avoir ici, assis à côté, voir comment il devait rigoler. Il devait rigoler un peu, il aurait rigolé un peu, il dit, encore bon tout ça, peut-être qu'il vaut mieux que tous ces gens-là qui sont bien aillent faire quelque chose en sortant, qu'ils sachent faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils pensent un peu plus au monde des pauvres. Il y a un copain qui a vécu là comme ça pendant 1 an. Après, on l'a trouvé mort un peu plus loin dans la rue. Ça, c'est... Et ça, je ne sais pas qui c'est parce qu'il n'y a pas le visage, mais on a un copain qui vient dormir de temps en temps. Ça, c'est... Voilà.
Quand on a fermé les cloîtres, tout le monde a été licencié. Donc fermeture, licenciement. Nous, les éducateurs, parce qu'il y avait un autre avec moi à ce moment-là, lui, il est parti tout de suite. Moi, je suis resté pendant un an à travailler, à faire un peu aussi, à réfléchir, à faire un peu le bilan de ces années d'expérience, de ce qu'on pouvait en tirer en pensant que ça pourrait peut-être servir à d'autres. Et au bout d'un an, donc, on était licenciés. Et en même temps, je dis à l'abbé Pierre, voilà, moi, je continue. Il dit, ah bon, si tu continues, moi je continue, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir, mais moi je continue parce que les gens sont dans la rue. Et on a réfléchi, on a commencé à réfléchir un peu sur ma pratique de nuit, surtout avec l'autre collègue, Jean-Pierre Rouveau, qui était mon premier. On était ensemble dans la nuit, on sortait ensemble, on n'était pas toujours ensemble sur le quartier, chacun de son côté, on se retrouvait en fin de soirée ou en début de matinée. Je l'ai peu connu au cloître, je l'ai connu quand il était barman, mais c'était la fin du cloître. Ce que je retiens, c'est que ce qui m'anime, c'est pas ce don cato-cucu, c'est pas vrai, c'est un don à l'autre parce qu'on a la chance de posséder, parce qu'on peut partager un petit peu de soi. Et ça, c'est bien, ça, c'est stimulant. Alors, il y a des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord, bien évidemment, mais c'était quelque chose qui nous animait, c'était le respect de l'autre, c'était une humanité de l'autre. Et ça m'importe parce que il est important de pouvoir savoir où on va et d'avoir ensemble, d'être guide. On était guide l'un de l'autre un petit peu. Hein. Et Pedro est un monsieur, lorsqu'il se transcende, qui nous laisse le cul sur la chaise, la bouche ouverte. Hein. Pedro ne laisse rien tomber. Quelques années plus tard, à la recherche de subventions, de lieux et de personnes pour l'accompagner, il crée La Moquette, un lieu d'accueil et de rencontre, au cœur du quartier latin. Ici, chaque soir, les compagnons de la nuit accueillent tous ceux qui passent la porte. Tout le monde se mélange, les sans-abri et ceux qui ont un toit. On ne sait plus qui est sans-abri ou pas. C'est tout l'intérêt de l'association. Un sans-abri n'est pas d'abord un sans-abri, il est un homme avant tout, respecté, accompagné. Et chaque petit détail compte. Ici, pas de gobelets en plastique, le thé et le café sont servis dans de vraies tasses, avec de vraies cuillères. À La Moquette, on ne répond pas au manque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prestations objectives. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... etc. Du coup, ça ouvre une porte qui est tout à fait passionnante pour un travailleur social, qui est d'avoir à se questionner sur « et alors ?» Si je n'ai rien d'autre à négocier avec l'autre que la qualité de la relation qu'on va avoir ensemble, ça devient tout à fait intéressant de voir comment il faut abandonner un certain nombre de costumes et en même temps de voir que c'est très compliqué pour l'autre d'abandonner aussi un costume dont il a besoin par ailleurs. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, atelier d'écriture à La Moquette. Et pour ce soir, la proposition était « ça me met vraiment en colère ». Et pour commencer, je vais donner la parole à Eric, s'il la veut bien. Lequel? Moi? Eric, vous? Oui, ah, Eric, moi. Ah, ce type-là, ouais, celui-là, là. Mais le grand, là, avec ses fringues de matador. Ah, puis il est vilain avec ses cheveux rêches. Brrr. Je t'en lui collerai une, moi, il s'en souviendrait, l'animal, tiens. C'est ça, regarde-moi, saligo, margoulin, gougnafier. Pourquoi je m'énerve? Parce que c'est lui, puis parce que c'est moi, quoi, j'y peux rien. Il me les brise, alors menu, hein. Il me gonfle. Je te dis pas. Voilà, c'est ça, il sourit en plus. Oui, bonjour. Non, ça va pas. Autre pari fou, la création d'un atelier d'écriture. Loin de l'image que l'on se fait des sans-abri. Tous les jeudis soirs, ils se réunissent, ils écrivent et se parlent. Les textes sont poignants, du coup, ils ont été publiés. Une vraie reconnaissance. Sans Pedro et les compagnons de la nuit, ce lieu n'aurait pas vu le jour. C'est lui qui a créé le lieu. C'est quand même quelqu'un qui a créé le lieu, l'endroit où c'est connu. Puis on ne serait pas là. Hein. Avant, ils étaient dans la rue. Hein. C'est quand même extraordinaire. C'est des gens qui ont créé le lieu, ça. C'est une personne qui a créé le lieu, quand même, avec d'autres personnes. C'est quand même extraordinaire. Et ils voulaient un endroit, ils voulaient un local dans un endroit, dans un quartier comme ici. Ils ont réussi à l'avoir, c'est pas évident. Voilà.
C'est pour ça. Moi, je trouve ça très bien. Des amis m'ont parlé de la moquette. Je suis venu, j'ai participé à un premier atelier d'écriture. J'ai été assez séduit par les textes qui ont été écrits et surtout par le moment de lecture, qui est un moment tout à fait exceptionnel. Donc je suis revenu le jeudi suivant en me demandant si j'avais assisté à quelque chose d'inouï ou si ça se répétait. Et effectivement, j'ai vu que ça se renouvelait. Et de fil en aiguille, je suis venu, pas tous les jeudis, mais le plus souvent possible. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis dit que quand même ces textes qui sont très beaux, c'était dommage que le public ne les connaisse pas. Alors, comme j'ai une petite maison d'édition, je me suis donc approché de l'association des Compagnons de la Nuit et j'ai proposé de faire un livre. Il y a 2 choses qui sont intéressantes dans ces textes. C'est d'une part la diversité de leurs auteurs, qui vivent dans des conditions matérielles très différentes les uns des autres. Et ensuite, la qualité des textes à partir d'un sujet qui est donné, c'est ahurissant de voir le niveau d'imagination qui peut accoucher de textes très différents, souvent très, très émouvants, très beaux. Après des chemins battus par l'orage, des rivières traversées à la nage, des longs jours qui paraissaient des âges, les pieds blessés par les coins des roches, des beaux chants d'oiseaux ou des cris si proches. Il n'y a pas assez de lieux qui existent comme ça chez nous. C'est un endroit où les gens oublient dans la rue leur étiquette sociale. Et quand ils descendent dans cette pièce, en fait, ce ne sont plus que des hommes et des femmes qui prennent plaisir à se rencontrer, à parler de tout et de rien, de leurs problèmes du jour, de problèmes politiques, de problèmes importants ou qui ne le sont pas, dans une parfaite estime réciproque. Je suis heureux de venir ici. Ça me manque si un jeudi je ne peux pas venir, ça va. Si le deuxième jeudi je ne peux pas venir, c'est quelque chose qui me manque. À la Moquette, il y a aussi des conférences et des débats un soir par semaine. Pedro lance les projets et une fois réalisés, il retourne dans la rue. C'est ce qui lui importe le plus, ce travail à la rencontre des gens isolés la nuit. Il y a un travail à faire au niveau de la société. Et je dis que dans la nuit c'est un temps propice à la rencontre de tous. Donc pour moi, c'est élargir le regard du social au-delà des personnes qui vont mal, au-delà du ghetto de la souffrance, pour aller s'élargir vers autres. Et pas simplement, et là quand je reliais la nuit à la fête, pas simplement pour ceux qui vont mal, mais aussi pour faire la fête. J'adore, quand je vais dans un endroit, si je suis dans une boîte de nuit, j'adore participer de la fête, plus danser, parce que d'abord, c'est fini, ça me fatigue, mais j'aime bien rigoler, chanter, c'est pas... Et c'est un peu ça, c'est l'homme beaucoup plus dans sa totalité plutôt que dans sa misère. Même mon Dieu, il est un Dieu de la nuit. Il y a un mot d'un rabbin du XIIe siècle qui disait « Dieu, jusqu'à minuit, c'est un Dieu de justice. Après minuit, c'est un Dieu de miséricorde. » De la rue qui sont morts cette année, tous ceux que depuis novembre, les 181 morts dans la rue, à Paris et en France, tous ceux qui meurent seuls, ça a une main tendue vers eux au moment de mourir, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pedro célèbre des messes un peu particulières. Chaque année, à Noël et à Pâques, il donne rendez-vous à tous ses amis, de la rue et d'ailleurs, pour veiller toute la nuit. Chacun s'exprime pour échanger ses idées. Merveilleux qu'à travers tout ça, le frère Pedro Meca est rattaché au couvent Saint-Jacques avec un statut que l'on appelle de frère hors communauté, c'est-à-dire qu'il ne réside pas en permanence ici, il réside plutôt dans le métro ou ailleurs, ou à la Moquette, comme vous connaissez. Mais il est en lien très régulier avec nous, il vient le dimanche, il vient souvent en semaine, et il se trouve à un type de frontière où nous, les autres frères dominicains, ne peuvent pas aller, mais en même temps, il faut dire aussi que l'ensemble de la communauté a un souci de ce qu'on appelle maintenant la promotion de la justice et de la paix. Donc, on est très heureux d'avoir l'apostolat emblématique de Pedro,
Et puis en plus, on aime beaucoup Pedro, il a son look à lui, que l'on aime bien, que les gens aiment bien. Parfois, de temps en temps, on est obligé de le taquiner, on lui dit, écoute, laisse-nous aussi te dire ce que font d'autres frères, vous comprenez. Mais c'est le propre de tous ceux qui ont un charisme comme lui, c'était le cas de l'abbé Pierre, ça peut être le cas de Sœur Emmanuel, évidemment. Donc le fait qu'il ne réside pas au couvent, c'est tout à fait admis et tout à fait, disons, accepté par tous, dans la mesure, en plus, comme je le disais tout à l'heure, où il revient très régulièrement. Je suis né donc en Espagne en 1935 et je suis venu en France en 1952, c'est-à-dire j'avais 17 ans. 17 ans, ma maman, ce que j'appelais ma maman, celle qui m'a élevé avec son mari jusqu'à l'âge quand j'avais 7 ans, il est mort, et ensuite jusqu'à 14 ans, c'était ma maman, elle était morte, ma famille était là, mais moi ma famille m'avait laissé, donc j'ai eu envie de venir en France. D'abord, il y avait ma mère, mais il y avait la liberté, il y avait tout le monde, et je voulais partir. Et je suis venu donc à Bordeaux, où j'ai retrouvé ma mère qui était réfugiée de la guerre. Et ça n'a pas toujours été facile, parce qu'un enfant ne retrouvait pas sa maman. Et moi, je lui disais, toi, tu es ma mère, ma maman, c'est l'autre. Et donc, je dis que c'est un privilège pour moi d'avoir été abandonné, parce que j'ai eu une maman et une mère. Et en plus, quand on vit une vie de pauvreté, on le mendiait, on vivait, c'est les autres qui m'habillaient, qui nous donnaient à manger. On ouvre les yeux très vite quand tu mendies chez tes grands-parents, que ton frère t'ouvre la porte, que tu demandes à bouffer. Les pourquoi, ils ont commencé très tôt. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça. Et je crois que j'ai mûri. À 10 ans, j'étais plus adulte que maintenant. Moi, chaque fois que je voyage, n'importe où je vais pour une conférence, pour un colloque, j'aime bien me balader la nuit. Et ici à Bordeaux, c'est à plus forte raison, surtout ici dans ces quartiers où c'est les Capucins où j'ai vécu jeune. Et beaucoup de... Je dirais qu'd'une certaine manière, je me suis un peu initié à la nuit ici. Mais c'est vrai que je regarde toujours les nuits, les villes la nuit parce que elle est différente. C'est une autre ville. On croit que quelqu'un peut lui parler le jour, tout le monde est pressé. La nuit, c'est pas. Et j'aime bien même me balader seul. C'est pas. Il y a une ambiance. J'aime bien m'imprégner de la nuit. Bonsoir. Il n'y a pas une fille qui s'appelait Marie, qui travaillait ici au début, enfin qui travaillait, qui était là. Ah, une grande? Oui. Elle n'est plus là. Ça fait un moment qu'elle n'est plus là. Oui. Parce que... Ouais, je la connaissais aussi. Ouais. Ça continue à être un squat comme il faut. Ouais, c'est pas un squat, c'est un centre d'hébergement pour les... Ah, ça change alors. Ouais. Ah bon, ça change alors. Et sur Bordeaux, il y a beaucoup de gars à la rue? Oui, il y en a pas mal. Moi, j'ai passé combien? 6 mois, 7 mois, j'ai passé à la rue. Oui. Après, j'ai trouvé une place. Là, j'avais le boulot, j'ai travaillé et tout, mais... C'était dur, je n'arrivais pas à garder un boulot, c'était impossible. Ça, je faisais une semaine, 15 jours, et puis... Aujourd'hui, c'est à peu près les 30% des personnes à la rue qui travaillent. C'est infernal. Déjà, être à la rue, c'est infernal, mais c'est plus Pedro a vécu 4 ans à Bordeaux. Ici, au marché des Capucins, il découvre le monde de la nuit. Il vit de contrebande. C'est ici aussi qu'il commence à devenir militant. À ce moment-là, il ne pense pas du tout à une vie religieuse.
Combien de fois les gens, c'est vrai, sont étonnés, ils me disent, mais comment tu es devenu dominicain? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu es devenu dominicain? Je dirais, dans la vie de chacun, c'est toute une histoire. Difficile de dire ça ou ça ou ça. Il y a des moments forts dans ma vie, c'est vrai, où, étant gosse déjà, je voulais être comme les gars qui étaient à l'école apostolique, dans un petit séminaire. Je suis là, j'avais 7 ans, je dis, un jour je serai comme eux. Mais je ne savais pas ce que c'était d'être dominicain, j'imaginais, parce qu'ils étaient là pour devenir prêtres et missionnaires, pour aller dans la forêt amazonienne du Pérou. Voilà, c'était la forêt, d'autant plus qu'à côté on voyait les flèches, des peaux de serpent, des habits dans l'écorce, enfin, les plumes. C'était un peu le merveilleux, c'était aussi l'aventure, c'était aller loin, c'était tout ça qui est... Il n'y a pas Dieu t'appelle, tu vas venir. Non, c'est... Et pourtant, c'est précisément ici, à l'angle du cours de la Marne et du cours de l'Isère, à Bordeaux, qu'en se promenant un soir, une rencontre va changer sa vie. Il n'a que 21 ans. J'ai vu un soir un dominicain, plus tard, au Capucin d'ailleurs, et j'ai envie de les suivre. Je dis à ma mère, je viens dominicain, j'ai envie de les suivre au couvent. Il me dit, va te coucher, on parlera demain. Et j'ai été les voir, enfin, petit à petit, je dis, voilà, c'était au mois de mai, le 8 mai, 56. En septembre, j'ai demandé s'ils voulaient de moi. Et on a voulu de moi, et je suis rentré. La tête en l'air, voilà. Voilà, ça commence à s'arrêter. C'est un coup de poing que tu as reçu? Non, non, des coups de savate. Hein? C'est qui? Toute la racaille, là. Où? Ici? C'est en passage que je suis, là. Ouais. Ouais. Ah bon? Comme ça, c'est pas... Comme ça, pour rien? Ouais. Ah, mais c'est bon, ça s'est arrêté. On m'a même tiré mon sac de voyage. Putain. T'as pas mangé? Hein? T'as rien mangé? Si. T'as mangé un petit peu tout à l'heure? Il y a son sac là, hein? Ouais, son sac. Ne l'oublie pas. Jean-Luc, lui, c'est un gars qui dort pas loin. Et hier, il y a seul mec qui l'ont tombé dessus. Ils ont enlevé tout ce qu'il avait. Et son portefeuille, il n'y avait pas d'argent. Son portefeuille, son sac, tout. Tout on l'a... Et voilà, il traîne depuis hier, il saigne depuis hier, au dîner. Et forcément, tu parles. Un coup de savate, c'est un coup de savate. Hein. La rue, c'était un lieu où la violence, et parfois on ne la voit même pas, parce que c'est un coup, il peut venir n'importe quelle. La violence qu'on te fait toi-même, parce que tu violentes ton corps, tu as bu un peu, tu te cognes. Ils sont tous marqués, enfin tous, beaucoup. Et ce qui est terrible, c'est qu'on tape sur, et on a l'impression qu'on tape sur un mec à la rue. On ne tape pas sur un homme, on n'a pas la conscience de taper sur quelqu'un. On tape sur un gars qui traîne là, qui couche là, c'est même pas un homme. Tu vois Christian. Chaque nuit, la maraude Emmaüs part à la rencontre de ceux qui dorment dehors, avec de la soupe et surtout du réconfort. Les maraudeurs savent reconnaître toutes les positions de couchage. Ils savent si le dormeur a 1 an ou 25 ans de rue et s'il est mourant. Le dispositif sauve des vies chaque année. « 3 mois dans la rue, c'est 9 mois pour s'en sortir. » En France, environ 100 000 personnes n'ont pas de toit. Ils dorment dans la rue. Ah oui, non, bonsoir. Oh, Pierre. Comment vas-tu? Tu vas bien? On avait réunion. Je présente Pedro. Ça va, je crois qu'on se connaît. Ça va, Pedro? Bonsoir. Voilà. Alors là, je ne m'attendais pas de voir là. Nous, on les maintient dans le respect, de dire tu es un humain, tu n'es pas inhumain, tu nous parles, tu nous causes, et on te touche.
Et quoi qu'il t'arrive ce soir, on fera pour toi. Et ça, ils le savent. C'est très difficile. Ce qu'on a vécu comme expérience, 7 ans, 7-8 ans de maraude, c'est que c'est pas évident de toucher une personne à la rue. Même si on... Ah non, on ne me touche pas. Bah oui. Ça veut dire, tout le travail qui a été fait au cours des semaines, au cours des mois, au cours des années, a porté ses fruits. Le fait de le toucher, ça veut dire on peut arriver à autre chose. On suit un rythme. C'est ça le temps, la notion du temps est très importante. Oh, c'est bien. Ça va? Oula. Bonsoir ou bon matin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Bien. On te présente Pedro, notre ami. Ça va. Maraude aussi. C'est très bien. Comment? Tu viens le matin au petit-déj ou pas? T'as ta carte? Bien sûr. Ah ben, c'est ça, c'est pour les pigeons. Ah ben, c'est très bien. Actuellement, nous constatons à l'évidence, et nous ne sommes pas les seuls malheureusement à le constater, qu'il y a un rapprochement très très fort entre la précarité et l'exclusion. Donc depuis plusieurs années, on date ça de la fin des années 90, un certain nombre de gens ne peuvent plus vivre de leur seul emploi. Du coup, ces personnes qui sont complètement en capacité d'échange, ce qui est quand même le propre de l'exclusion, c'est de ne plus être en capacité de rencontrer l'autre et de ne plus être en capacité d'échange. Celles-là, elles sont en capacité d'échange, malgré ça, parce que la précarité s'est tellement rapprochée de l'exclusion, on retrouve un certain nombre de ces personnes à la rue et on retrouve ces personnes dans des processus d'exclusion qui vont être beaucoup plus graves et qui vont devenir très graves très rapidement. Dans mon travail social, mon histoire personnelle a joué un grand rôle parce que je crois qu'on a tous des comptes à régler. Je crois que toute la vie d'adulte, on n'arrive pas à quitter son enfance. Ceux qui disaient l'abbé Pierre, la vie c'est un temps donné une liberté pour apprendre à aimer. Je crois que c'est apprendre à aimer, c'est apprendre à vivre aussi. Et on vit. Et là, tout ce qu'on a vécu, bien ou mal, ça nous fait revenir. Les blessures, je vois quelqu'un qui reçoit une baffe, je peux me rappeler des baffes que j'ai reçues. Quelqu'un qui a fait, ça me dit quelque chose. Quelqu'un qui fait la manche, je ne peux pas m'empêcher de me voir. Enfin, et ça, moi je dis souvent, je venge mon enfant, c'est-à-dire, je ne veux pas qu'arrive à d'autres ce qui m'est arrivé. Pourquoi et comment se retrouve-t-on à la rue? Chaque personne a sa propre histoire. Patrice, lui, vit à la rue depuis 3 ans et demi. Voilà, alors c'est un peu plus loin, à une 50aine de mètres, où il se trouve une plaque qui fait bouche de chaleur, où je passe les nuits lorsque la météo le permet, c'est-à-dire lorsqu'il ne pleut pas. S'il pleut, effectivement, j'ai un plan de rechange. Dans ce cas-là, je reste un certain temps dans un café, où je bois un café, 2 cafés, 3 cafés, à un tarif de 1,60, 1,70. Et puis, j'attends la nuit que ça se passe, jusqu'à 5 h du matin, où je vais dans le métro. Mais lorsque la météo le permet, je suis là, sur cette plaque, qui est en quelque sorte mon domicile, ainsi qu'une continuation de mon lieu de travail, puisqu'il y a quand même les pièces qui tombent. Voilà. Pourtant informaticien réseau et titulaire d'un brevet de pilote privé, Patrice n'a pas d'emploi fixe et aucun propriétaire ne veut le loger. Il n'a plus de famille non plus pour l'aider.
vous avez toujours des bonnes gens qui vous disent « Monsieur, travaillez, vous aurez un logement, et puis si vous n'en cherchez pas, c'est votre faute ». On sait très bien qu'il n'y a jamais eu autant de crises de logement depuis l'après-guerre. La presse de droite, de gauche en parle. Il ne suffit pas d'avoir 1 000 euros, 2 200 euros par mois pour trouver un logement. Il faudrait avoir beaucoup plus, ou alors il faut avoir papa, maman, Sarkozy et peut-être le pape qui se porte caution. Et là, effectivement, on acceptera de vous donner une cabane à lapin. Bon, le problème, il est là. Le problème, c'est que de toute façon, on sait très bien qu'une fois qu'on a un logement, on trouve du taf. On peut payer en attendant si on est de bonne volonté. Par contre, quand on n'a pas de logement, on ne peut pas trouver du boulot. On me demande toujours, mais monsieur, si on me dit si demain on vous propose un boulot en informatique, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça, le fait de travailler dans ma spécialité, apparemment, ça, bon, on le respecte. Très peu de gens me demandent d'aller faire de la merde. Bon, maintenant, ok, demain je travaille dans l'informatique. Demain soir, je fais quoi? Je vais dans des foyers? Non, pas question. Ça, c'est pas négociable. Donc, effectivement, qu'est-ce que je fais? Je reste dehors, c'est pas possible. On ne veut pas dormir dehors, surtout s'il faut mettre une cravate, une veste, voilà. Il pleut, je fais quoi? Je vais dans un café, je reste avec 4 cafés, je m'endors à 5 h du matin dans le métro, je ne travaillerai pas 9 heures. Hein, j'ai besoin de dormir, je suis comme tout le monde, je ne veux pas me dégrader, après il est hors de question que j'aille travailler sans aller dans les bains-douches, voilà, sans me raser, sans être clean. Alors je serai clean à 16 h, c'est pas une heure pour commencer à bosser. Et bien voilà, tel que vous me voyez, c'est comme ça que je dors tous les soirs, bercé par le bruit des voitures, à défaut d'avoir nounours sur son nuage, parce que d'ailleurs les nuages, il n'y a que ça, voilà. Dès l'instant qu'il ne pleut pas, à votre bon cœur, messieurs, dames. On ne se rend pas compte de ce que nous savons quand nous avons une maison. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un endroit, la maison, ce n'est pas simplement l'endroit où on s'allonge et on dort. C'est l'endroit surtout où je peux m'isoler un peu du monde, j'ai un espace à moi. C'est-à-dire que la maison, c'est un espace où je peux étaler mon intimité, où je peux me mettre à l'aise, je peux me mettre à poil si je veux. Si je veux avec quelqu'un, je peux avoir une vie sexuelle amoureuse avec quelqu'un. Tout ça, on ne le pense pas. On pense simplement le fait de dormir dehors, et surtout il fait froid. C'est-à-dire que la nuit, c'est un peu, dans une maison, c'est un peu le temps personnel. Moi, j'aime dire, pas de toi, TOIT, pas de soi. Partout où il passe, Pedro agit comme un moteur. Avec lui, les projets se réalisent. Ici, à Dynamo, cette agence d'intérim un peu particulière aide ceux qui n'ont plus l'espoir de trouver un travail ailleurs. Il y a les sans-papiers et ceux qui n'ont plus du tout confiance en eux. Nous aurons également notre client et on va voir de notre client. Partout où j'y vais, j'essaie de mettre cet aspect de la créativité. L'homme n'est pas que ce qu'il est là. Et moi, il y a toujours le mot de Sartre qui m'impressionne. Il dit « Peu importe ce qu'on a fait de l'homme, ce qui m'importe, c'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a fait de lui. Peu m'importe l'état de la personne, cette personne, dans n'importe quel état, c'est une personne. Et à partir de là, c'est l'univers de l'humanité qui est ouvert. » De la peinture aussi, au passage des arts, pour retrouver un peu de force à l'intérieur de soi. Oui, mais en tout cas, au niveau de ta composition, là, on a vraiment quelque chose qui vient en rupture, hein, donc ça amène une autre composition. L'association est destinée à des personnes qui ont peu de moyens et qui sont en situation de fragilité, et notamment parce qu'elles sont isolées. Il y a la majorité sont des personnes seules, donc qui ont traversé des passes difficiles ou qui les traversent et qui ont besoin de se consolider. Donc en fait, c'est ça notre critère, c'est que ce sont des personnes qui n'iraient pas ailleurs parce que ça coûte trop cher, ou qui n'iraient pas ailleurs parce qu'ils n'ont jamais osé essayer et qui sont un peu démunis.
Donc, quelque part, ici, il y a quelque chose qui se reconstruit, qui se répare. Et là, ces lieux-là, eh ben, ça nous permet de reprendre confiance, de réexister en tant que personne, en tant qu'être humain, et pas en tant seulement que membre utile, fourmi dans la fourmilière. Et voilà, c'est des gens qui ont une humanité, qui nous rendent notre humanité à nous. Voilà, parce que quelque part, on a l'impression de ne plus être... c'est terrible, enfin, ça peut sembler excessif ce que je dis, d'avoir l'impression qu'on n'est plus humain, mais oui, il y a des moments où j'ai l'impression que j'étais plus rien, quoi, que j'étais rien. Parce que et c'est toujours une souffrance, parce que le passage de Zélar m'a beaucoup aidée, mais je n'ai toujours pas retrouvé de travail, c'est très difficile. Et quelquefois, j'ai l'impression... Le pire, c'est le sentiment d'inutilité. Voilà. Et de se dire que ce que je suis, parce que je me reconnais quelques qualités, ça ne sert à rien. Et ça, c'est terrible. C'est rare que je n'entende pas, quand je rencontre des gens pour la première fois, qui me posent la question, moi, mais pourquoi ils ne vont pas dans des foyers, pourquoi ils préfèrent rester à la rue? C'est souvent une manière de se protéger, de ne pas remettre en question quoi que ce soit. Et je crois que ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on puisse accepter que des gens puissent crever dehors, qu'ils puissent avoir 30 ans d'espérance de vie à le moins, qu'ils puissent vraiment crever, être des cadavres ambulants et finir par crever, et qu'on se pose des questions, mais est-ce qu'il a choisi, est-ce que je peux apporter quelque chose? Oui, quelque chose, oui, changer tout. On l'appelait Cendrillon, parce qu'un jour il avait trouvé des souliers comme ça, là où il faisait la manche, et il demandait aux gens, est-ce que c'est à vous, c'est à vous, et les gens commençaient à lui mettre l'argent là-dedans, et depuis, voilà, c'était Cendrillon. Et voilà. Maintenant on a des plaques où chacun a son nom, avant on n'avait même pas ça, dont certains derrière. Et la mairie de Paris fait quand même en sorte qu'on puisse avoir le nom de chacun, afin qu'il soit un peu respecté dans l'égalité. Parce que s'il y a des citoyens qui sont quelque part tous pareils à la même enseigne, c'est sous terre. Là, on est tous... C'est l'égalité totale, là. Salut, Cendrillon. Pour celles et ceux avec qui nous pensons avec émotion ce soir, ils sont au même titre que les autres, des Parisiens à part entière. Et dans notre pensée, dans ce que nous sommes ensemble, nous voulons que l'hommage leur soit rendu avec toute la dignité, tout le respect, et aussi tout ce qui fait le meilleur des liens entre nous tous, c'est-à-dire aussi le droit à l'amour, et dire à toutes les associations qui font vivre, et je n'emploie pas ce mot par hasard, qui font vivre la solidarité et aussi la permanence de ce qu'est chaque être humain. Ils sont beaucoup de l'honneur de Paris, et donc voilà, que Paris rende hommage à ceux qui le méritent. Merci. Donc nous vous proposons une minute de silence.
le soir, sans déranger quiconque, dans l'empoignure de la porte de livraison des marchandises. Il en repartait le matin sans laisser de traces. Ni le gérant de la supérette, ni les clients n'avaient émis la moindre plainte au sujet de cet homme discret. Un matin, il n'est pas parti. Pedro a pris sa retraite, une formalité purement administrative. Il continue à travailler, encore plus qu'avant. Depuis près de 40 ans, où il passe ses nuits à rencontrer les plus fragiles d'entre nous, il tente de créer des liens. Si important pour trouver un sens à la vie. Il voit rarement le résultat de son travail. Ceux qui s'en sortent disparaissent du monde de la nuit pour tourner une page douloureuse. D'autres sont toujours là, avec des hauts et des bas. Pour Pedro, ils sont devenus ses amis. Si un jour je disparaîtrai, qu'ils disent tiens, ah oui, c'est le gars qui a disparu dans la nuit. Moi, j'irai dans la nuit et ce n'est que le début de l'aurore, comme pour moi, comme Pâques, c'est le début de la vie. Aller rejoindre l'abbé Pierre pour les grandes vacances dans un endroit où il sera en pleine lumière, mais je crois qu'on fera des virées vers le quartier latin pour voir un peu comment ça se passe la nuit. Moi, je continue ma balade nocturne. Régulier avec nous, il vient le dimanche, il vient souvent en semaine, et il se trouve à un type de frontière où nous, les autres frères dominicains, ne peuvent pas aller, mais en même temps, il faut dire aussi que l'ensemble de la communauté a un souci de ce qu'on appelle maintenant la promotion de la justice et de la paix. Donc, on est très heureux d'avoir l'apostolat emblématique de Pedro. Et puis en plus, on aime beaucoup Pedro, il a son look à lui, que l'on aime bien, que les gens aiment bien. Parfois, de temps en temps, on est obligé de le taquiner, on lui dit, écoute, laisse-nous aussi te dire ce que font d'autres frères, vous comprenez. Mais c'est le propre de tous ceux qui ont un charisme comme lui, c'était le cas de l'abbé Pierre, ça peut être le cas de Sœur Emmanuel, évidemment. Donc le fait qu'il ne réside pas au couvent, c'est tout à fait admis et tout à fait, disons, accepté par tous. Dans la mesure, en plus, comme je le disais tout à l'heure, où il revient très régulièrement. Je suis né donc en Espagne en 1935 et je suis venu en France en 1952, c'est-à-dire j'avais 17 ans. 17 ans, ma maman, celle que j'appelais ma maman, celle qui m'a élevé avec son mari jusqu'à l'âge quand j'avais 7 ans, il est mort, et ensuite jusqu'à 14 ans, c'était ma maman, elle était morte, ma famille était là, mais moi ma famille m'avait laissé, donc j'ai eu envie de venir en France. D'abord, il y avait ma mère, mais il y avait la liberté, il y avait tout le monde, et je voulais partir.
Et je suis venu donc à Bordeaux, où j'ai retrouvé ma mère qui était réfugiée de la guerre. Et ça n'a pas toujours été facile, parce qu'un enfant ne retrouvait pas sa maman. Et moi, je lui disais, toi, tu es ma mère, ma maman, c'est l'autre. Et donc, je dis que c'est un privilège pour moi d'avoir été abandonné, parce que j'ai eu une maman et une mère. Et en plus, quand on vit une vie de pauvreté, on le mendiait, on vivait, c'est les autres qui m'habillaient, qui nous donnaient à manger. On ouvre les yeux très vite quand tu mendies chez tes grands-parents, que ton frère t'ouvre la porte, que tu demandes à bouffer. Enfin, les pourquoi, ils ont commencé très tôt. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça. Et je crois que j'ai mûri. À 10 ans, j'étais plus adulte que maintenant. Dis donc, tes pattes, hein, comment tu la soignes un peu? Pas terrible. Ouais, pas terrible, hein? Mais pas comme tu le savais quand même. À un moment donné, c'était dur, hein? Enfin, c'était dur, ça a toujours été dur. Je regarde quelqu'un qui est dans la merde jusque-là, je dis, qu'est-ce que je peux lui trouver d'aimable en lui? Qu'est-ce que je peux trouver de beau? Parce que ma foi me dit que Dieu aime chacun. Mais s'il aime, il aime parce qu'il y a quelque chose qui est aimable. C'est pas parce qu'il boit, parce qu'il esquinte les autres, parce qu'il a le meilleur tout le monde. C'est pas à cause de ça qu'il peut l'aimer. Il y a quelque chose de beau à lui, quoi? Et c'est quoi la recherche? Contempler les mecs pour arriver à voir ce qu'il y a de beau. Et bien, parfois, il faut du temps. Et mais là, mais ça, c'est normal. Et en plus, je crois, c'est un peu comme les étoiles. Dans le ciel, il y a des étoiles dont la lumière n'est pas arrivée jusqu'à nous. Et pour nous, elle n'existe pas. Mais c'est pareil pour moi. Je vois quelqu'un, la lumière n'existe pas parce qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à moi. L'important, c'est d'être là pour qu'un jour, cette lumière arrive. Et depuis le départ, quand je vais à la rencontre des gens, je me dis, essaye de voir en lui ce qu'il y a de beau. Ciao. Tout a commencé en 1975, quand Pedro s'est retrouvé barman dans un bar créé par l'association Emmaüs. Un barman un peu particulier, il était travailleur social en même temps. C'est 30 ans en arrière. C'est ici où, de 75 à 84, on a travaillé à la C'est ça que l'abbé Pierre avait acheté, c'est le cloître, qui s'appelle le cloître parce qu'on est juste en face du cloître de l'église Saint-Séverin, qui est là, et ça c'est d'où le nom. Et là, c'était les bars discothèques. Par cette porte-là, on descendait à la discothèque. Et maintenant, voilà, on va faire autre chose, c'est la vie qui continue. Mais ça, je transpirais ici. J'étais jamais comme ça. Ici, toujours en chemise, à manche de chemise, parce que dedans, il faisait très très chaud. Il est petit, mais parfois on avait 200 personnes là-dedans. C'était fou. Et je suis devenu fou là-dedans. Voilà. Ça fait drôle. Ah, ça change alors. Ah bon, ça change alors. Et sur Bordeaux, il y a beaucoup de gars à la rue? Moi, j'ai passé combien? 6 mois, 7 mois, j'ai passé à la rue. Oui. Ah, donc, après, j'ai trouvé une place. Là, j'avais le boulot, j'ai travaillé et tout, mais c'était dur. Je n'arrivais pas à garder un boulot, c'était impossible. Je faisais une semaine, 15 jours, et puis... Aujourd'hui, c'est à peu près les 30% des personnes à la rue qui travaillent. C'est infernal. Déjà, dans la rue, c'est infernal, mais c'est plus Pedro a vécu 4 ans à Bordeaux. Ici, au marché des Capucins, il découvre le monde de la nuit. Il vit de contrebande. C'est ici aussi qu'il commence à devenir militant. À ce moment-là, il ne pense pas du tout à une vie religieuse.
Combien de fois les gens, c'est vrai, sont étonnés, ils me disent « Mais comment tu es devenu dominicain? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu es devenu dominicain ?» Je dirais, dans la vie de chacun, c'est toute une histoire. Difficile de dire ça ou ça ou ça. Il y a des moments forts dans ma vie, c'est vrai, où, étant gosse déjà, je voulais être comme les gars qui étaient à l'école apostolique, dans un petit séminaire. Je suis là, j'avais 7 ans, je dis un jour je serai comme eux. Mais je ne savais pas ce que c'était d'être dominicain, j'imaginais, parce qu'ils étaient là pour devenir prêtres et missionnaires, pour aller dans la forêt amazonienne du Pérou. Voilà, c'était la forêt, d'autant plus qu'à côté on voyait les flèches, des peaux de serpent, des habits dans l'écorce, enfin, les plumes. C'était un peu le merveilleux, c'était aussi l'aventure, c'était aller loin, c'était tout ça qui est... Il n'y a pas Dieu t'appelle, tu vas venir. Non, c'est... Et pourtant, c'est précisément ici, à l'angle du cours de la Marne et du cours de l'Isère, à Bordeaux, qu'en se promenant un soir, une rencontre va changer sa vie. Il n'a que 21 ans. J'ai vu un soir un dominicain, plus tard, au Capucin d'ailleurs, et j'ai envie de les suivre. Je dis à ma mère, je viens dominicain, j'ai envie de les suivre au couvent. Il me dit, va te coucher, on parlera demain. Et j'ai été les voir, enfin, petit à petit, je dis, voilà, c'était au mois de mai, le 8 mai, 56. En septembre, j'ai demandé s'ils voulaient de moi. Et on a voulu de moi, et je suis rentré. Tu as bu un peu, tu te cognes. Ils sont tous marqués, enfin tous, beaucoup. Et ce qui est terrible, c'est qu'on tape sur, et on a l'impression qu'on tape sur un mec à la rue. On ne tape pas sur un homme, on n'a pas la conscience de taper sur quelqu'un. On tape sur un gars qui traîne là, qui couche là, c'est même pas un homme. Chaque nuit, la maraude Emmaüs part à la rencontre de ceux qui dorment dehors, avec de la soupe et surtout du réconfort. Les maraudeurs savent reconnaître toutes les positions de couchage. Ils savent si le dormeur a 1 an ou 25 ans de rue et s'il est mourant. Le dispositif sauve des vies chaque année. « 3 mois dans la rue, c'est 9 mois pour s'en sortir. » En France, environ 100 000 personnes n'ont pas de toit. Ils dorment dans la rue. Bonsoir. Oh, Pierre. Comment vas-tu? Tu vas bien? On avait réunion. Je présente Pedro. Ça va, je crois qu'on se connaît. Ça va, Pedro? Bonsoir. Voilà. Alors là, je ne m'attendais pas de voir là. Nous, on les maintient dans le respect, de dire tu es un humain, tu n'es pas inhumain, tu nous parles, tu nous causes, et on te touche. Et quoi qu'il t'arrive ce soir, on fera pour toi. Et ça, ils le savent. C'est très difficile. Ce qu'on a vécu comme expérience, voilà, 7 ans, 7-8 ans de maraude, c'est que c'est pas évident de toucher une personne dans la rue. Même si on... Ah non, non, nous ne touche pas. Bah oui. Ça veut dire tout le travail qui a été fait au cours des semaines, au cours des mois, au cours des années, a porté ses fruits. Le fait de le toucher, ça veut dire on peut arriver à autre chose. On suit un rythme. C'est ça le temps, la notion du temps est très importante. Oh, c'est bien. Ça va? Oula. Bonsoir ou bon matin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Bien. On te présente Pedro, notre ami. Ça va. Maraude aussi. C'est très bien. Comment? Tu viens le matin au petit-déj ou pas? T'as ta carte? Bien sûr. Ah ben, c'est ça, c'est pour les pigeons. Ah ben, c'est très bien. Actuellement, nous constatons à l'évidence, et nous ne sommes pas les seuls malheureusement à le constater, qu'il y a un rapprochement très très fort entre la précarité et l'exclusion. Donc depuis plusieurs années, on date ça de la fin des années 90, un certain nombre de gens ne peuvent plus vivre.
ce type-là, ouais, celui-là, là. Mais le grand, là, avec ses fringues de matador. Ah, puis il est vilain avec ses cheveux rêches. Brrr. Je t'en lui collerai une, moi, il s'en souviendrait, l'animal, tiens. C'est ça, regarde-moi, saligo, margoulin, gougnafier. Pourquoi je m'énerve? Parce que c'est lui, puis parce que c'est moi, quoi, j'y peux rien. Il me les brise, alors menu, hein. Il me gonfle. Je te dis pas. Voilà, c'est ça, il sourit en plus. Oui, bonjour. Non, ça va pas. Autre pari fou, la création d'un atelier d'écriture. Loin de l'image que l'on se fait des sans-abri. Tous les jeudis soirs, ils se réunissent, ils écrivent et se parlent. Les textes sont poignants, du coup, ils ont été publiés. Une vraie reconnaissance. Sans Pedro et les compagnons de la nuit, ce lieu n'aurait pas vu le jour. C'est lui qui a créé le lieu. C'est quand même quelqu'un qui a créé le lieu, l'endroit où tu connais. Puis on ne serait pas là. Hein. Avant, ils étaient dans la rue. Hein. C'est quand même extraordinaire. C'est des gens qui ont créé le lieu, ça. C'est une personne qui a créé le lieu, quand même, avec d'autres personnes. C'est quand même extraordinaire. Et ils voulaient un endroit, ils voulaient un local dans un endroit, dans un quartier comme ici. Ils ont réussi à l'avoir, c'est pas évident. Voilà, c'est pour ça. Moi, je trouve ça très bien. Les amis m'ont parlé de la moquette. Je suis venu, j'ai participé à un premier atelier d'écriture. J'ai été assez séduit par les textes qui ont été écrits et surtout par le moment de lecture, qui est un moment tout à fait exceptionnel. Donc je suis revenu le jeudi suivant en me demandant si j'avais assisté à quelque chose d'inouï ou si ça se répétait. Et effectivement, j'ai vu que ça se renouvelait. Et de fil en aiguille, je suis venu, pas tous les jeudis, mais le plus souvent possible. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis dit que quand même ces textes qui sont très beaux, c'était dommage que le public ne les connaisse pas. Alors, comme j'ai une petite maison d'édition, je me suis donc approché de l'association des Compagnons de la Nuit et j'ai proposé de faire un livre. Il y a 2 choses qui sont intéressantes dans ces textes. C'est d'une part la diversité de leurs auteurs, qui vivent dans des conditions matérielles très différentes les uns des autres. Et ensuite, la qualité des textes à partir d'un sujet qui est donné. C'est ahurissant de voir le niveau d'imagination qui peut accoucher de textes très différents, souvent très, très émouvants, très beaux. Après des chemins battus par l'orage, des rivières traversées à la nage, des longs jours qui paraissaient des âges, les pieds blessés par les coins des roches, des beaux chants d'oiseaux ou des cris si proches. Il n'y a pas assez de lieux qui existent comme ça chez nous. C'est un endroit où les gens oublient dans la rue leur étiquette sociale. Et quand ils descendent dans cette pièce, en fait, ce ne sont plus que des hommes et des femmes qui prennent plaisir à se rencontrer, à parler de tout et de rien, de leurs problèmes du jour, de problèmes politiques, de problèmes importants ou qui ne le sont pas. Dans une collègue, Jean-Pierre Rouveau, qui était mon premier, on était ensemble dans la nuit, on sortait ensemble, on n'était pas toujours ensemble sur le quartier, chacun de son côté, on se retrouvait en fin de soirée ou en début de matinée. Je l'ai peu connu au cloître, je l'ai connu quand il était barman, mais c'était la fin du cloître. Ce que je retiens, c'est que ce qui m'anime, c'est pas ce don Cato Cucu, c'est pas vrai, c'est un don à l'autre parce qu'on a la chance de posséder, parce qu'on peut partager un petit peu de soi. Et ça, c'est bien, ça, c'est stimulant. Alors, il y a des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord, bien évidemment, mais c'était quelque chose qui nous animait, c'était le respect de l'autre, c'était une humanité de l'autre. Et ça m'importe parce que il est important de pouvoir savoir où on va et d'avoir ensemble, d'être guide. On était guide l'un de l'autre un petit peu. Hein. Et Pedro est un monsieur, lorsqu'il se transcende, qui nous laisse le cul sur la chaise, la bouche ouverte. Hein. Pedro ne laisse rien tomber. Quelques années plus tard, à la recherche de subventions, de lieux et de personnes pour l'accompagner, il crée La Moquette, un lieu d'accueil et de rencontre, au cœur du quartier latin. Ici, chaque soir, les Compagnons de la Nuit accueillent tous ceux qui passent la porte. Tout le monde se mélange, les sans-abri et ceux qui ont un toit. On ne sait plus qui est sans-abri ou pas. C'est tout l'intérêt de l'association. Un sans-abri n'est pas d'abord un sans-abri, il est un homme avant tout, respecté, accompagné. Et chaque petit détail compte. Ici, pas de gobelets en plastique, le thé et le café sont servis dans de vraies tasses, avec de vraies cuillères.
À la moquette, on ne répond pas au manque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prestations objectives. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... etc. Du coup, ça ouvre une porte qui est tout à fait passionnante pour un travailleur social, qui est d'avoir à se questionner sur « et alors ?» Si je n'ai rien d'autre à négocier avec l'autre que la qualité de la relation qu'on va avoir ensemble, ça devient tout à fait intéressant de voir comment il faut abandonner un certain nombre de costumes et en même temps de voir que c'est très compliqué pour l'autre d'abandonner aussi un costume dont il a besoin par ailleurs. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, atelier d'écriture à la moquette. Et pour ce soir, la proposition était « ça me met vraiment en colère ». Et pour commencer, je vais donner la parole à Eric, s'il la veut bien. Lequel? Moi? Eric, vous? Oui, Eric, moi. D'être ceux qui sont loin, et je suis prêcheur. Je prêche plutôt aux non-chrétiens qu'aux chrétiens, ou je prêche à l'aspect non-chrétien qui est en moi. Et c'est le monde non-chrétien qui m'attire davantage. Et aussi, moi, le fait d'être dominicain me fait... L'ordre, ce n'est pas un cadre, c'est plus que ça, c'est un certain esprit, très libre, très adulte. On nous permet d'être adultes, d'être libres. Le cadre dominicain, c'est d'ouvrir tellement de fenêtres qu'il n'y a plus de murs. Il a toujours été ce qu'il est. Et il a toujours été naturel. Il était... ça a toujours été une de ses grandes qualités, c'est que quel que soit le milieu dans lequel vous le mettez, il sera comme il est. C'est un homme de cœur, c'est un homme de spontanéité relationnelle, un homme profondément évangélique qui est d'instinct, j'allais dire, accordé, un peu comme Jésus l'a pu l'être avec les gens au milieu desquels il vivait. Vous le mettrez avec un ministre, vous le mettrez avec un SDF sur une bouche de chauffage de métro, tout ça, il sera le même. Comme chaque soir, Pedro sillonne les rues du 5e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la porte là? Ouais. Il connaît tous les recoins, les coins les plus sombres du quartier, ceux qu'on évite en général quand on s'y retrouve la nuit. Chut. Ça va, François? Mais tu veux qu'on te filme là? Non. Tu veux qu'on te filme là? Non. Ouais, toi, t'as le droit. J'ai pas le droit? Toi, t'as le droit. J'ai le droit de te filmer. T'as le droit de t'asseoir à côté de moi. Oh, que c'est gentil. Aïe, à moi. Ouf. Où tu vas? Bon. Bof. Pas plus? Pas plus? Oui, non. Alors, où tu cresses maintenant? De quel côté? Toujours au... À droite et gauche. À droite et gauche, jamais au centre. Jamais. Dis donc, tes pattes, hein, comment tu la soignes un peu? Pas terrible. Ouais. Pas terrible, hein? Mais pas bien. Parfois, de temps en temps, on est obligé de le taquiner, on lui dit, écoute, laisse-nous aussi te dire ce que font d'autres frères, vous comprenez, mais c'est le propre de tous ceux qui ont un charisme comme lui, c'était le cas de l'abbé Pierre, ça peut être le cas de Sœur Emmanuel, évidemment. Donc le fait qu'il ne réside pas au couvent, c'est tout à fait admis et tout à fait, disons, accepté par tous, dans la mesure, en plus, comme je le disais tout à l'heure, où il revient très régulièrement.
Je suis né donc en Espagne en 1935 et je suis venu en France en 1952, c'est-à-dire j'avais 17 ans. 17 ans, ma maman, ce que j'appelais ma maman, celle qui m'a élevé avec son mari jusqu'à l'âge quand j'avais 7 ans, il est mort. Et ensuite jusqu'à 14 ans, c'était ma maman. Elle était morte. Ma famille était là, mais moi, ma famille m'avait laissé. Donc j'ai eu envie de venir en France. D'abord, il y avait ma mère, mais il y avait la liberté, il y avait tout le monde. Et je voulais partir. Et je suis venu donc à Bordeaux, où j'ai retrouvé ma mère qui était réfugiée de la guerre. Et ça n'a pas toujours été facile, parce qu'un enfant ne retrouvait pas sa maman. Et moi, je lui disais, toi, tu es ma mère, ma maman, c'est l'autre. Et donc, je dis que c'est un privilège pour moi d'avoir été abandonné, parce que j'ai eu une maman et une mère. Et en plus, quand on vit une vie de pauvreté, on le mendiait, on vivait, c'est les autres qui m'habillaient, qui nous donnaient à manger. On ouvre les yeux très vite quand tu mendies chez tes grands-parents, que ton frère t'ouvre la porte, que tu demandes à bouffer. Les pourquoi, ils ont commencé très tôt. Pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça. Et je crois que j'ai mûri. À 10 ans, j'étais plus adulte que maintenant. Moi, chaque fois que je voyage, n'importe où je vais pour une conférence, pour un colloque, j'aime bien me balader la nuit. Et ici à Bordeaux, c'est à plus forte raison, surtout ici dans ces quartiers où c'est les Capucins où j'ai vécu jeune. Et beaucoup d'euros, je dirais qu'd'une certaine manière, je me suis un peu initié. C'est rare que je n'entende pas, quand je rencontre des gens pour la première fois, qui me posent la question, moi, mais pourquoi ils ne vont pas dans des foyers, pourquoi ils préfèrent rester à la rue. C'est souvent une manière de se protéger, de ne pas remettre en question quoi que ce soit. Et je crois que ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on puisse accepter que des gens puissent crever dehors, qu'ils puissent avoir 30 ans d'espérance de vie à le moins, qu'ils puissent vraiment crever, être des cadavres ambulants et finir par crever. Et qu'on se pose des questions, mais est-ce qu'il a choisi? Est-ce que je peux apporter quelque chose? Oui, quelque chose, oui, changer tout. On l'appelait Cendrillon, parce qu'un jour il avait trouvé des souliers comme ça, là où il faisait la manche, et il demandait aux gens, est-ce que c'est à vous, c'est à vous, et les gens ont commencé à lui mettre l'argent là-dedans, et depuis, voilà, c'était Cendrillon. Et voilà. Maintenant on a des plaques où chacun a son nom, avant on n'avait même pas ça, dont certains derrière. Et la mairie de Paris fait quand même en sorte qu'on puisse avoir le nom de chacun, afin qu'il soit un peu respecté dans l'égalité. Parce que s'il y a des citoyens qui sont quelque part tous pareils à la même enseigne, c'est sous terre. Là, on est tous... C'est l'égalité totale, là. Salut, Cendrillon. Pour celles et ceux avec qui nous pensons avec émotion ce soir, ils sont au même titre que les autres, des Parisiens à part entière. Et dans notre pensée, dans ce que nous sommes ensemble, nous voulons que l'hommage leur soit rendu avec toute la dignité, tout le respect, et aussi tout ce qui fait le meilleur des liens entre nous tous, c'est-à-dire aussi le droit à l'amour, et dire à toutes les associations qui font vivre, et je n'emploie pas ce mot par hasard, des rivières traversées à la nage,
des longs jours qui paraissaient des âges, les pieds blessés par les coins des roches, des beaux chants d'oiseaux ou des cris si proches. Il n'y a pas assez de lieux qui existent comme ça chez nous. C'est un endroit où les gens oublient dans la rue leur étiquette sociale. Et quand ils descendent dans cette pièce, en fait, ce ne sont plus que des hommes et des femmes qui prennent plaisir à se rencontrer, à parler de tout et de rien, de leurs problèmes du jour, de problèmes politiques, de problèmes importants ou qui ne le sont pas, dans une parfaite estime réciproque. Je suis heureux de venir ici. Ça me manque si un jeudi je ne peux pas venir, ça va. Si le deuxième jeudi je ne peux pas venir, c'est quelque chose qui me manque. À la Moquette, il y a aussi des conférences et des débats un soir par semaine. Pedro lance les projets et une fois réalisés, il retourne dans la rue. C'est ce qui lui importe le plus, ce travail à la rencontre des gens isolés la nuit. Il y a un travail à faire au niveau de la société. Et je dis que dans la nuit c'est un temps propice à la rencontre de tous. Donc pour moi, c'est élargir le regard du social au-delà des personnes qui vont mal, au-delà du ghetto de la souffrance, pour aller s'élargir vers autres. Et pas simplement, et là quand je reliais la nuit à la fête, pas simplement pour ceux qui vont mal, mais aussi pour faire la fête. J'adore, quand je vais dans un endroit, si je suis dans une boîte de nuit, j'adore participer de la fête, plus danser, parce que d'abord, c'est fini, ça me fatigue, mais j'aime bien rigoler, chanter, c'est pas... Et c'est un peu ça, c'est l'homme beaucoup plus dans sa totalité plutôt que dans sa misère. Même mon Dieu, il est un Dieu de la nuit. Il y a un mot d'un rabbin du XIIe siècle qui disait « Dieu, jusqu'à minuit, c'est un Dieu de justice. Après minuit, c'est un Dieu de miséricorde. » De la rue qui sont morts cette année, tous ceux que depuis novembre, les 181 morts dans la rue, à Paris et en France, tous ceux qui meurent seuls, ça une main tendue vers eux au moment de mourir, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pedro célèbre des messes un peu particulières. Chaque année, à Noël et à Pâques, il donne rendez-vous à tous ses amis, de la rue et d'ailleurs, pour veiller toute la nuit. Chacun s'exprime pour échanger ses idées. Merveilleux qu'à travers tout ce qu'il y a de beau. Ciao. Tout a commencé en 1975, quand Pedro s'est retrouvé barman dans un bar créé par l'association Emmaüs. Un barman un peu particulier, il était travailleur social en même temps. C'est 30 ans en arrière. C'est ici où, de 75 à 84, on a travaillé à la c'est ça que l'abbé Pierre avait acheté, c'est le cloître qui s'appelle le cloître parce qu'on est juste en face du cloître de l'église Saint-Séverin, qui est là, et ça c'est d'où le nom. Et là, c'était les bars discothèques. Par cette porte-là, on descendait à la discothèque. Et maintenant, voilà, c'est... On va faire autre chose, c'est la vie qui continue. Mais ça, je transpirais ici. J'étais jamais comme ça. Ici, toujours en chemise, à manche de chemise, parce que dedans, il faisait très très chaud. Il est petit, mais parfois on avait 200 personnes là-dedans. C'était fou. Et je suis devenu fou là-dedans. Voilà. Ça fait drôle de se retrouver si jeune après 30 ans.
On peut très bien en faire abstraction des sans-abri. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il n'y a qu'à voir la société telle qu'elle est. Les sans-abri, d'une certaine façon, c'est gênant. Bon. C'est gênant, et tout d'un coup, lorsque quelqu'un... Par exemple, c'était impressionnant de voir quelqu'un comme l'abbé Pierre, avec lequel Pedro a été très très proche. Tout d'un coup, il y a un coup de gueule qui fait que quelque chose ressort. Bon, les coups de gueule de l'abbé Pierre, c'était impressionnant, quoi. Bon. Alors, si vous voulez, moi je crois que Pedro, c'est pas par coup de gueule, c'est par le jour de remettre les gens devant leurs responsabilités. Et c'est capital au niveau de l'équilibre d'une société. De 75 à 84, on a travaillé à c'est ça que l'abbé Pierre avait acheté, c'est le cloître qui s'appelle le cloître parce qu'on est juste en face du cloître de l'église Saint-Séverin, qui est là, et ça c'est d'où le nom. Et là, c'était les bars discothèques. Par cette porte-là, on descendait à la discothèque. Et maintenant, voilà, c'est... On va faire autre chose, c'est la vie qui continue. Mais ça, je transpirais ici. J'étais jamais comme ça. Ici, toujours en chemise, à manche de chemise, parce que dedans, il faisait très très chaud. Il est petit, mais parfois on avait 200 personnes là-dedans. C'était fou. Et je suis devenu fou là-dedans. Voilà. Ça fait drôle de se retrouver si jeune après 30 ans. On peut très bien en faire abstraction des sans-abri. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il n'y a qu'à voir la société telle qu'elle est. Les sans-abri, d'une certaine façon, c'est gênant. Bon. C'est gênant, et tout d'un coup, lorsque quelqu'un... Par exemple, c'était impressionnant de voir quelqu'un comme l'abbé Pierre, avec lequel Pedro a été très très proche. Tout d'un coup, il y a un coup de gueule qui fait que quelque chose ressort. Bon, les coups de gueule de l'abbé Pierre, c'était impressionnant, quoi. Bon. Alors, si vous voulez, moi je crois que Pedro, c'est pas par coup de gueule, c'est par le jour de remettre les gens devant leurs responsabilités. Et c'est capital au niveau de l'équilibre d'une société. Pour moi, c'était comme un frère aîné. J'étais très lié, on était très proches et on échangeait pas simplement sur le travail, mais on échangeait sur quantité d'autres choses. On avait en commun une foi en Jésus-Christ, on avait en commun la problématique de l'Église vis-à-vis du monde des pauvres, par exemple, ou les pauvres vis-à-vis de l'Église. On avait beaucoup de choses en commun et pendant des années, on se voyait de temps en temps comme ça.